Précédent débat qui avait eu lieu en mai 2013 traitait de l'immobilier. Donc cette fois, le sujet qui nous intéressait était l'archéologie et le patrimoine historique en Guyane. Un sujet qui a été notamment traité dans le dernier série d'une saison de Guyane. Donc il y a différentes thématiques qu'on voudrait aborder ce soir. On pourrait commencer par parler d'archéologie et dans la deuxième partie de ce débat, peut-être parler de patrimoine historique. Donc aujourd'hui, pour commencer ce débat, nous avons donc Mathieu Hildebrand à notre droite, de l'INRAP Guyane, Nathalie Cazel de l'association Aymara, Lardel, directeur de la direction des affaires culturelles de Guyane. Et nous pourrons changer en cours de débat avec Monsieur Leroux, archéologue ici présent, et Monsieur Lebris, qui est architecte, Lebris, excusez-moi, architecte des bâtiments de France en Guyane. Donc, on n'a pas de micro, toujours pas, on va continuer comme ça. Donc parlons peut-être d'archéologie d'abord. Peut-être qu'on pourrait rappeler rapidement la différence entre les différents types de fouilles qu'on peut rencontrer en archéologie, c'est-à-dire les fouilles programmées, les fouilles prescrites, les fouilles préventives. Quelles sont les proportions de fouilles qu'on trouve, par exemple, en ce moment en Guyane, Mathieu? Comment ça se passe quelles sont les fouilles On va m'entendre parce que je ne parle pas très fort. D'ailleurs. Donc, je parle de la différence programmée et préventive. En archéologie, généralement, on distingue deux types de fouilles, la fouille programmée et la fouille préventive. La fouille programmée se positionne plutôt dans un milieu universitaire ou d'amateur, très éclairé. La fouille préventive répond à la pression d'aménagement qu'il y a sur le territoire, quel qu'il soit, construction de routes, construction de bâtiments, de maisons individuelles. Donc, c'est comme un autre. Pour l'instant, on va tomber sur ça marche. Ça marche. Ouais, c'est ouf. Donc, comme je disais tout de suite, la fouille préventive s'attache plutôt à la pression d'aménagement qu'il peut y avoir sur le territoire lors de la construction de routes, de maisons, de bâtiments de grande envergure. C'est la principale différenciation qu'on peut faire entre les deux. Ensuite, l'archéologie programmée s'intéresse à des problématiques, à des problématiques prédéfinies, alors que l'archéologie préventive en fait de la systématique à l'intérieur sur tous les types de sites, quelle que soit la période et quelle que soit la nature du site. C'est un peu les différences qu'on peut faire très simplement sur les deux types d'archéologie. Elles sont complémentaires, elles ne sont surtout pas à opposer, ça n'a aucune dimension. Et elles se font avec des méthodes qui sont assez similaires, bien que l'une soit un petit peu plus longue que l'autre, l'archéologie programmée, par rapport à l'archéologie préventive qui se définit sur des temps chronologiques beaucoup plus courts. Donc c'est à peu près tout ce qu'on peut dire à ce sujet. D'accord. Donc l'INRAP est présent aux Antilles et en Guyane. Je crois qu'il y a beaucoup de fouilles en ce moment aux Antilles. Il y a pas mal de gens qui sont délocalisés de l'INRAP Guyane aux Antilles, alors qu'on pourrait imaginer qu'il y a énormément de sites archéologiques à travailler en Guyane. Bon, déjà, quels sont les types de sites qu'on fouille à l'INRAP en ce moment, particulièrement? Est-ce que c'est du précolombien ou du colonial? Est-ce qu'il y a un choix a priori sur les préférences? Alors, l'année 2013 a été importante pour l'INRAP, puisque l'INRAP a réalisé une dizaine de fouilles sur les Antilles, principalement. Alors qu'en 2012, quand même, il y a eu une fouille en Guyane. Mais toutes les époques sont concernées, les périodes précolombiennes aussi bien que les périodes modernes et contemporaines. Il n'y a pas
d'exclusivité à l'INRAP. Il n'y a pas que l'INRAP qui fouille d'ailleurs aux Antilles, il y a aussi la concurrence des entreprises privées. Donc sur les 10 dernières années, dans toutes les Antilles Guyane, je prends un chiffre sur l'ensemble des Antilles Guyane, il y a à peu près 64 fouilles qui ont été prescrites, un peu moins réalisées sur l'ensemble de la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe. La Guyane a quand même un bon nombre de sites qui ont été fouillés entre la période 2002-2012, environ 16, ce qui a apporté une meilleure connaissance chronologique notamment. On a découvert les sites les plus anciens qui ont été découverts en Guyane, donc, qui sont datés d'il y a 7000 ans à peu près. Et qui m'ont aussi apporté alors à l'extrémité opposée, on a eu un site très récent qui correspond à un site plutôt ethno-historique qui a été fouillé sur la commune de Sinaï. L'INRAP en Guyane a fait beaucoup plus de fouilles précolombiennes que de fouilles coloniales, jusqu'à présent en tout cas, sur la période coloniale, qui est plutôt réservée à l'archéologie programmée. C'est une période qu'expliqueront bien mieux mes collègues. Et voilà, je pense que... Pourquoi cette session précolombien sur la préventive et coloniale sur la programmée? C'est pas... Il n'y a rien à y voir, c'est le mode de prescription qui crée ça en fait. Hein. C'est pas du tout un intérêt particulier pour une période ou une autre. L'INRAP intervient vraiment systématique, donc il n'y a pas de choix sur le type de site à fouiller. Elle répond à des appels d'offres, notamment pour les fouilles. C'est un cadre légal qui a été mis en place après la loi de 2003. Et donc l'INRAP intervient, répond à un appel d'offres et crée et choisit ou non pour la réaliser la fouille. Donc que ce soit du précolonial, des fouilles contemporaines ou modernes, ou des fouilles précolombiennes. D'accord. Et on fait du précolombien dans le programme. Alors actuellement, il y a 2 chantiers de programme précolombien, un dirigé par Michael Mess sur la commune de Regina, qui est montagne couronnée, et Claude Coutet qui travaille sur la commune d'Awadaville. Donc il n'y a pas que c'est pas réservé au programmé, mais en fait on fait dans le programmé, on fait du colonial et du précolonial. Et en fait, il y a peu de colonial dans le RAP, parce que les aléas des prescriptions font qu'on les aménagements tombent sur des sites précolombiens plus que sur des sites coloniaux. Donc comment ça se passe une fouille programmée? Est-ce qu'on peut avoir un petit explicatif sur le choix, la démarche qui aboutit à une fouille programmée? Peut-être. Oui, je ne sais pas si on a attaqué le débat pour le bon goût, mais enfin bon, je réponds à la question. Une fouille programmée, c'est une fouille qui ne répond pas à un objectif d'urgence. Il n'est pas indispensable de fouiller parce que ça va être détruit. Je dis au passage, d'ailleurs, que pour nous, archéologues, et pour moi, directeur des affaires culturelles, un bon site n'est pas un site fouillé. Un bon site est un site inventorié, diagnostiqué, repéré, cartographié, protégé et conservé pour les générations futures. Parce que je rappelle quand même que si on prend le patrimoine, disons, des pays développés, ce patrimoine a fondu en l'espace d'un siècle d'à peu près la moitié. Et dans les zones urbaines, il a fondu des 3/4, voire quelquefois de la 10e. Une destruction qui vient du fait qu'il y a une accélération par des moyens techniques évidemment que vous connaissez et par aussi des besoins de la société qui sont des besoins exacerbés de voirie, de canalisation, de parking, de tout ce que vous voudrez, d'aménagement de toutes sortes. Donc, bien entendu, nous avons un devoir d'abord de conservation pour les générations futures. Pourquoi? Eh bien, d'une part parce qu'il est bien nécessaire d'avoir des témoins dont on puisse prendre connaissance ultérieurement. En soi, c'est un objectif, mais aussi parce que les techniques évoluent et que la manière dont nous fouillons aujourd'hui n'a rien à voir avec la manière dont on fouillera dans 50 ans, et ça n'a rien à voir aujourd'hui avec ce que c'était il y a 50 ans. Quand j'ai commencé ma carrière il y a 45 ans, je peux vous assurer que les techniques de fouille n'est pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc nous avons aujourd'hui les moyens de connaître à partir des mêmes vestiges infiniment plus que ce que nous avions le moyen de connaître, n'est-ce pas Yannick, il y a 40 ans ou 50 ans. Bon, donc je dis ça parce que nous avons eu
protocole de travailler ensemble il y a bien longtemps. Donc, nous devons absolument conserver. Alors maintenant, je reviens sur la question de la fouille programmée, la question proprement parlée. Une fouille programmée, c'est une fouille qu'on a décidé de faire parce qu'elle a un intérêt. Et qu'elle n'est absolument pas sur un site en danger, peut-être aussi, mais en tout cas, ça n'est pas cela qui la conditionne, c'est un avis, je dirais, académique, hein, c'est-à-dire les chercheurs disent, écoutez, ce site, il est tellement important, il va nous apporter des clés de compréhension d'une chronologie, d'une organisation spatiale, d'une organisation du territoire, d'une organisation de la société, je pense à des cimetières, à des habitats, etc., qui est tellement importante qu'il faut faire cette fouille. Et dans ce cas-là, ça n'est pas assujetti à des financements d'aménageurs, il faut trouver des crédits. Il faut trouver des crédits auprès de qui? Eh bien, les formations universitaires, les équipes de recherche du CNRS, bref, la puissance publique. Je n'oublierai pas que dans la puissance publique, et en particulier en métropole, parce qu'ici ça n'est pas très répandu, les collectivités territoriales apportent en général leur part. Donc avec ces crédits, qui sont généralement moins importants que ceux des fouilles préventives parce qu'on est moins pressé, et d'ailleurs on doit aller plus doucement, eh bien on peut arriver à faire des fouilles extrêmement intéressantes. Elles sont aussi extrêmement intéressantes parce qu'elles sont un lieu rêvé pour la formation des futurs chercheurs, des étudiants, des futurs archéologues. Il est évident que sur un site de fouilles programmées où on a le temps, on peut se livrer à une expérimentation, à une formation, on peut montrer aux gens les gestes qui sauvent, ce qu'il faut faire. On peut aussi régler des problèmes de conservation préventive, etc. qu'on n'a pas toujours les moyens de régler lorsque l'urgence est là et qu'on doit absolument sortir un ensemble qui va être détruit dans quelques jours. Voilà à peu près ce qu'est une fouille programmée. Mais comme l'a dit mon collègue Legrand, les deux concours, évidemment la fouille préventive et la fouille programmée, concourent l'une et l'autre à la bonne connaissance du passé et chacune à leur manière. On peut dire par exemple qu'à l'heure actuelle, la fouille préventive a été pendant en tout cas à peu près 50 ans l'un des principaux pourvoyeurs de connaissances parce qu'il y a eu quelque chose qui est très important, c'est une vision spatiale du territoire. Quand on fait de la fouille préventive, on est amené évidemment à travailler sur des grands espaces, à faire des diagnostics sur des grands espaces, et donc statistiquement on a plus de chances de trouver des choses représentatives des différentes cultures. Et si on revient sur cette comparaison habituelle France Métropole-Guyane, est-ce que la comparaison est plutôt favorable ou est-ce qu'il y a un retard vraiment considérable en matière à la fois en proportion de la construction et de ce qui est fouillé en Guyane par rapport à lorsqu'on construit quelque chose, un édifice en France, et la proportion de fouilles sur ces fouilles programmées préventives? Bon, alors on parle de fouilles préventives, hein, donc on parle d'abord de diagnostic et ensuite de prescription et de fouilles. On va dire les choses très clairement. D'une manière générale, la culture en Guyane, hein, la culture, les recherches, etc., sont moins développées qu'elles ne le sont en métropole. C'est un fait qui tient d'abord à un territoire qui est extrêmement vaste, qui est peu peuplé, et c'est aussi un territoire sur lequel on a une connaissance de base qui est infiniment moins importante. Il n'y a pas une accumulation de centaines d'années de recherche comme il y en a eu évidemment en métropole. Le retard ne se rattrape pas par un simple claquement de doigts ou même des budgets. Il faut la sédimentation de la recherche c'est l'accumulation de savoir. Cette accumulation de savoir produit des questionnements, les questionnements reproduisent une nouvelle accumulation de savoir, etc. Donc ça ne se règle pas hors de jour. Donc la comparaison, elle est certainement aujourd'hui défavorable. J'ajoute que dans ce domaine comme dans d'autres, la Guyane accuse un retard qu'il faut combler. Moi je sais que je fais actuellement le bilan de mes 4 années de présence ici, j'ai passé mon temps à essayer de combler les retards, d'aider les collectivités territoriales, les associations, etc. à combler ce retard qu'elles ont envie de combler mais qui ne se comble pas en 2 jours. Et du côté des quantités de fouilles, du chiffre d'affaires, si on peut parler de chiffre d'affaires pour une fouille, quelle est la proportion préventive programmée? Comment on peut évaluer cette proportion?
Pardon, mais la question n'a pas beaucoup de sens parce qu'on ne décide pas a priori qu'on a une proportion à respecter. Lorsqu'il y a des hectares, lorsque la Seine-Saint-Marc, la CIGI, je ne sais pas quoi, déclenche un programme sur 15 hectares de terrain ou 25 hectares de terrain, il faut les diagnostiquer, il faut faire les prospections, et puis si on trouve quelque chose sur ce terrain, et souvent on trouve quelque chose, et bien à ce moment-là, il faut décider si ça vaut le coup de faire une fouille, ou si ça ne vaut pas le coup, s'il faut faire une grande fouille, ou une fouille moins importante. On n'est pas là pour faire supporter des coûts indus aux entreprises et aux aménageurs qui fabriquent tout de même du logement social, etc. On n'est pas là pour rendre impossible l'aménagement du territoire de la Guyane. C'est la même chose d'ailleurs en métropole, mais ici, peut-être que les conditions économiques et sociales méritent qu'on s'y attache encore un peu plus. Donc, on essaye de faire une évaluation. Dans cette évaluation, d'ailleurs, les services, je dirais, locaux, régionaux, ne sont pas les seuls. Il y a une CIRA, une commission interrégionale de la recherche archéologique, qui donne un avis, on est libre de suivre ou de pas suivre, mais qui est un avis et qui est éclairant, parce que justement, il met en comparaison, en présence de spécialistes des différentes disciplines, les éléments et permet d'aider à, je dirais, une évaluation de l'intérêt qu'il y a à faire une fouille ou pas. Voilà. Donc les années, par exemple en ce moment où il y a effectivement un grand développement de la construction et de l'aménagement du territoire en Guyane, il y a à prévoir, il y a lieu de prévoir une augmentation du nombre des prescriptions, du nombre des prospections d'abord, des diagnostics, et puis ultérieurement des fouilles. À la réserve près que sur ces grands terrains, et là c'est vraiment une situation très particulière à la Guyane, je voudrais bien insister là-dessus, que ça soit bien compris, sur ces grands territoires, quand on aménage un ensemble urbain, ou un ensemble, en tout cas, de construction d'habitation, et qu'on fait la prospection et qu'on découvre un site archéologique, on peut parfaitement, et c'est bien préférable, plutôt que de faire une fouille préventive et de la supporter financièrement, etc., on peut parfaitement, avec l'accord de l'aménageur, organiser l'espace de façon un peu différente pour mettre un espace vert à l'emplacement où il y a des vestiges archéologiques, par exemple, et donc les garantir, les conserver, plutôt que d'aller les exploiter. Et à ce moment-là, le site est conservé, on ne fouille que les parties qui sont indispensables parce qu'il va y avoir une voirie, parce qu'il va y avoir une canalisation, et le reste sera gardé en ce que nous appelons, nous, des réserves archéologiques, c'est-à-dire un terrain qui est absolument identifié et qui est en quelque sorte un potentiel pour demain, une richesse pour demain, un trésor que l'on garde pour demain, inexploité pour l'instant, mais qui sera peut-être, pourquoi pas, exploité un jour, parce qu'on s'apercevra que... Bon, il y a aussi un autre élément en Guyane, c'est que l'archéologie n'est pas forcément ni spectaculaire, ni quelquefois même intéressante. Quelquefois, on découvre des vestiges qui sont d'une telle ténuité, qui ont été roulés, qui ont été déplacés, qui ont été partiellement détruits, que la fouille n'est pas intéressante, c'est-à-dire qu'elle n'apporte pas grand-chose. Donc il y a une évaluation à faire, parce que, je le répète, nous avons affaire nous engageons des crédits publics et nous ne devons pas décider à la légère que nous faisons des choses onéreuses sur le dos, en quelque sorte, du contribuable, donc de nos impôts à tous. Je rajouterai quelque chose d'important, c'est l'effectif. Il faut savoir qu'en Guyane, il n'y a que 2 associations qui font du programmé. Donc l'association de la PAC de Yannick Leroux et mon association Aymara. En tout, en programmé, on va compter, il y a 5 programmes seulement, qui est dû au fait qu'on est peu nombreux. Parce que si je prends le cas de mon association, une partie des membres de l'association sont des INRAPiens. Donc ça veut dire que c'est sur leur temps libre, parce qu'on est entièrement bénévole, on travaille sur notre temps libre. Et quant à l'INRAP, vous êtes à peu près 15. En tout, oui, effectivement, 15, comptant la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Marie-Galante, l'île de la Réunion, puisque l'île de la Réunion appartient à l'INRAP Guyane également, si je ne dis pas de bêtises. Ça n'appartient pas à l'INRAP, mais l'INRAP intervient sur l'ensemble des DOB, à savoir les Antilles françaises, comme bien cité Nathalie, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, effectivement, mais faisant partie, enfin un peu indépendant maintenant, et la Réunion depuis 2010. Donc le faible nombre que nous sommes explique aussi le retard. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur ces premières interventions? Sinon, n'hésitez pas. Donc, pour
continuer sur cette notion de comparaison avec les Antilles, combien de fouilles préventives prescrites aux Antilles? En tout, Ouais. je serais incapable de donner des chiffres exacts. Aux Antilles, hein. Ouais, aux Antilles. Ben, comme j'ai dit, cette année, en 2013. Donc en 2013, cette année, on est à 10 fouilles prescrites aux Antilles, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin. Et des diagnostics en moyenne sur 10 ans, on tourne autour de 25 diagnostics par an en Guadeloupe et un petit peu moins en Guyane, une vingtaine. Une vingtaine. Ouais, mais on peut, enfin, les moyennes trichent un peu sur la réalité des choses, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des années très fastes, et il y a, enfin, très fastes, où il y a beaucoup de prescriptions, et des années où il y en a un petit peu moins. L'archéologie est éminemment politique, comme l'a souligné M. Collardet, et elle dépend aussi de la politique générale de la France. Et il y a aussi des moments où il y a un petit peu moins d'activité archéologique. Ça peut avoir une corrélation. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une corrélation entre la nécessité de construction en Guyane et la difficulté de faire des fouilles peut-être préventives pour pas... Après, moi, je n'appartiens qu'à un opérateur, donc je ne suis pas service de l'État, c'est le service de l'État qui décide de la politique des diagnostics et des fouilles archéologiques. Enfin, mon collègue fait partie quand même de ce qu'on appelle un opérateur public, c'est-à-dire, c'est quand même, il fait partie de la sphère de l'État, je le rappelle quand même. Bon, passons. Le nombre des prescriptions dépend tout simplement, c'est proportionnel à l'activité économique sur le territoire. Sur un territoire comme le nôtre, où nous avons actuellement un grand développement de l'aménagement du territoire, eh bien, il y a forcément une augmentation du nombre des diagnostics. Hein. Il faut bien que l'on connaisse les endroits où il va y avoir des travaux pour éviter qu'il y ait des destructions. Et finalement, il y a quand même une relation, elle n'est pas absolument arithmétique, enfin, il existe quand même une relation, on peut l'imaginer, entre le nombre d'hectares qui sont prospectés, et puis ensuite le nombre de fouilles qui vont être prescrites. Bon, ça c'est clair. Alors, je précise que, évidemment, on devrait pouvoir se poser la question de savoir, on a effleuré cela tout à l'heure, si l'on doit travailler davantage sur le domaine de l'amérindien, si on doit travailler davantage sur le domaine du colonial et de la période esclavagiste. Est-ce que l'on devra travailler davantage sur les périodes les plus récentes? Un mot qui n'est jamais prononcé par les archéologues, mais je tiens quand même à le dire, c'est important, l'archéologie également du pénitentiaire, de la dernière, je dirais, des périodes récentes, en tout cas récemment révolues, sur laquelle il y a aussi à faire de l'archéologie, car l'archéologie, ce n'est pas une période, mais c'est une méthode. Et la méthode archéologique peut être appliquée, y compris à des habitats extrêmement récents. Hein. On a parlé tout à l'heure d'ethno-archéologie, enfin de choses qui sont à la frontière entre l'extrêmement récent et un petit peu plus ancien. Nous devrions avoir une politique qui permette effectivement de faire ce type de choix. Nous ne l'avons pas actuellement. Et nous ne l'avons pas parce qu'à mon sens, il n'y a pas assez de réflexion en profondeur sur académique, donc, sur le domaine dont nous parlons. Les historiens, je vois Jacqueline Zonzon, etc., ont tenu récemment des colloques intéressants sur un certain nombre d'éléments du patrimoine, sur telle ou telle période, etc., qui, à mon avis, font progressivement émerger des questionnements. Mais n'oublions pas que l'archéologie de recherche, c'est une archéologie de questionnement. On ne fouille pas pour fouiller. On fouille soit pour éviter la destruction, soit pour répondre à des questions. Si les questions ne sont pas posées, si aucune question n'est posée, aucun site ne répondra à une question qui n'est pas posée. C'est exactement comme dans une conversation. Est-ce que quelqu'un répondra à une question qui n'est pas posée? Non. Ou alors il va la poser lui-même. Mais le site ne s'exprimant pas de façon courante, le site ne pose pas de questions. C'est effectivement les archéologues qui posent des questions, et pour que ces questions soient posées, il faut que la réflexion académique ait été menée à son terme. Pardon de le dire, mais ici, ça n'est pas le cas. Et aussi peut-être parce que justement, il n'y a pas d'académie d'histoire en Guyane, il n'y a pas de faculté, et donc peut-être à la base, il y a
une grande lacune à ce niveau. Ça peut être aussi un début de réponse. Il y a surtout, il n'y a pas d'enseignement d'archéologie en Guyane, mais il n'y en a pas en métropole non plus. C'est-à-dire que l'archéologie coloniale n'existe pas en métropole, ça existe en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada, d'où le fait que Yannick Leroux a impulsé une coopération avec l'Université Laval au Canada et que depuis maintenant plus de 10 ans, ce sont des étudiants québécois qui viennent travailler sur des sites programmés. Mais en métropole, ça n'existe pas. Et quelqu'un qui veut faire une thèse d'archéologie coloniale en France, il n'y a personne. Donc c'est compliqué. Donc il faut trouver des domaines de recherche assez proches pour pouvoir travailler. Mais il n'y a pas d'enseignement de l'archéologie coloniale, ni même d'histoire coloniale en métropole dans des universités. Donc ça reste le problème du questionnement. Pour en revenir donc aux Antilles et à la Réunion, est-ce qu'il y a un peu plus de cours historiques sur cette partie est-ce que c'est plus développé et donc par conséquent il y a une réflexion plus poussée? En Martinique notamment, il y a toute l'équipe de Benoît Bérard, Daniel Bégaud qui œuvrent depuis maintenant un certain nombre d'années et qui font avancer la recherche au point de vue historique principalement. Et le problème c'est, alors ils viennent de prendre dans leur équipe une archéologue coloniale, enfin spécialiste dans le colonial, mais c'est tout récent. Mais la recherche historique est très avancée, en tout cas en Martinique, ils ont une bonne équipe. Mais quand on veut faire venir des étudiants pour venir fouiller en Guyane, il n'y a plus personne. Donc à l'heure où les étudiants font la grève depuis quelques semaines, est-ce que ça devrait être une des peut-être une demande de ces collectifs d'étudiants? On peut imaginer que ça pourrait être une des demandes. Mais c'est pas le cas, non? À mon avis, il faut déjà consolider l'université de Guyane avant de se lancer déjà dans des spécialisations un peu particulières. Donc effectivement, tout part sur des questionnements, et peut-être parce qu'il y a trop de questionnements en Guyane sur toutes ces périodes, que ce soit le précolombien, le colonial, la période bagne, peut-être on a du mal à trouver les questions qu'on veut sélectionner, les questions auxquelles on veut répondre. D'ailleurs, à propos de questions, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des sites remarquables qui sont menacés en Guyane? Alors je laisserai les archéologues compétents répondre. Moi je dirais que de toute manière, il est certain qu'il y a, si l'on élargit un petit peu les choses au patrimoine au sens large, il y a effectivement des sites menacés. Ce sont parfois des sites connus, ce sont parfois des sites qui ne sont pas véritablement connus, c'est-à-dire dont on ne connaît pas la portée. Mais oui, effectivement, il y a des sites menacés. Ça, Par exemple. alors on va donner la parole aux archéologues. Voilà. Pour moi, actuellement, et ça fait des années que ça dure, le site remarquable le plus menacé et le plus détruit sous nos yeux, et ça se passe ici, urbaine, il n'existe pas de programmé, il existe de temps en temps, il y a un petit diagnostic, mais c'est absolument invraisemblable. J'ai vu mettre des tuyaux sur la place Léopold Edel, qui correspond à la place d'Armes, là où il y avait la première église Saint-Sauveur, le cimetière de la ville, ça s'est passé, le bulldozer dans la différence à peu près la plus totale. Je parle d'il y a plusieurs années de ça, mais on a détruit un potentiel archéologique considérable de la ville de Cayenne. Et c'est pas terminé. Parce qu'il n'y a pas une volonté apparemment coordonnée, précise pour défendre cet ensemble important. Et je crois qu'on est en train de passer à cette phase-là, sans véritable scandale, on n'en est pas là, mais simplement je crois qu'il y a une prise de conscience qui se fait progressivement. Et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui il y a une prise de conscience plus élargie de la valeur du patrimoine au sens large, et par conséquent l'archéologie en fait partie.
Oui, j'avais une petite question, Emmanuel Touchot, responsable de la presse. Je remercie mon collègue d'être à ma place. Provocailler, c'est pas loin de l'effort, ça devient très bon par contre d'embouteillage. Je suis désolé d'être un peu en retard. Donc, je ne sais pas si la question était posée, mais j'ai entendu des mots qui m'ont assez touché quand on dit que l'archéologie est politique, ce qui est vrai. Je vois des historiens à la place, dans cette salle, l'histoire aussi est politique, et en même temps on dit qu'il n'y a pas de complot. Est-ce qu'on peut se dire que s'il n'y a pas de réponse, c'est parce qu'on ne veut pas qu'on se pose quelques questions par rapport à cette archéologie mondiale, car quand on parle colonisation, archéologie, passé, mémoire, ça dérange pas certaines personnes, car je vois certaines mémoires qu'on met devant tout le monde, on fait applaudir des gens devant certaines mémoires, mais d'autres n'existent pas. Est-ce que l'archéologie n'entrera pas dans ce domaine-là? Puisque c'est des faits d'hommes bien, oui. Moi, je voudrais préciser, quand je dis que l'archéologie est politique, c'est d'un point de vue économique. Hein. C'est pas du tout d'un point de vue... Mais l'économie, c'est la politique. On décide politiquement ce que devient l'économie. Non, mais c'est par rapport uniquement au système économique dans lequel on est, et par rapport à certaines baisses de budget, ou avec l'État a quand même quelques obligations. Donc c'est pas du tout de ce point de vue, du point de vue de masquer des parties de l'histoire. Est-ce que c'est je pense, par exemple, un institut comme l'INRA, c'est un institut qui intervient systématique, quelle que soit la partie de l'histoire sur laquelle il va intervenir, il va y intervenir de la même manière, et avec autant de neutralité si c'est possible en tout cas, et présenter les faits surtout tels qu'ils sont. Parce que l'archéologie c'est aussi une histoire du fait. Et le fait, paradoxalement, n'est jamais neutre, mais il peut l'être quand même, il peut être présenté de manière la plus neutre possible en tout cas. Et donc, de ce point de vue-là, je ne pense pas qu'il y ait de volonté, quoi que ce soit comme propos. Pour renforcer ce qui est dit, en fait, je pense qu'un des problèmes, c'est vraiment un enjeu économique, c'est-à-dire que le patrimoine, au sens large, ne rapporte pas d'argent, en tout cas, c'est des investissements sur du très long terme, et plus des investissements, on va dire, culturels ou de la mémoire, plus que ça rapporte d'argent. Or, on est dans un monde capitaliste, où ce qui intéresse, c'est ce qui rapporte. Et on le voit bien quand on monte en programmé, on travaille beaucoup avec les collectivités pour la mise en valeur de leur patrimoine. Et au moment où on va dire qu'il faut passer à la caisse, eh bien les projets tombent à l'eau. Parce que en fait, et c'est pas un problème de complot où on ne veut pas savoir, c'est vraiment comme ça va pas, on ne voit pas ce que ça va rapporter, on ne se rend pas compte que ce qui est important, c'est l'investissement pour la jeunesse. Et de faire connaître l'histoire à la jeunesse, d'amener la jeunesse et le public à connaître son passé. Il faut connaître ses racines pour mieux construire son avenir. Et bien ça, on ne le voit pas, parce que ce qu'on voit, c'est qu'est-ce que ça rapporte financièrement. Et souvent, dès qu'il faut payer, voilà, il n'y a plus personne. Je pense qu'on est plus dans cette problématique-là qu'un problème. Je ne pense pas qu'il y ait de complot ou quoi que ce soit. C'est vraiment plutôt un problème financier. Parce que ça coûte de l'argent, mais ça n'en rapporte pas directement. Et ce que ça rapporte n'est pas forcément visible tout de suite. Ça rapporte sur du long terme, et ça rapporte à l'humanité, et ça rapporte pas d'argent. Enfin, c'est une opinion. Est-ce qu'il existe des moyens de contraindre les entreprises de payer une part à la culture? J'avais pu comprendre qu'au niveau de la construction des routes, il y a un pourcentage culturel. C'est peut-être sur les autoroutes, mais il n'y a rien de ce type? Bon, c'est compliqué, hein, parce que là on rentre dans des technologies administratives, d'ailleurs sur lesquelles je ne suis plus expert, je l'ai été, mais je ne le suis plus. Suivant les types de chantiers, les types de travaux, il existe des taxations qui sont microscopiques, mais qui sont prélevées à un niveau uniforme. Donc on ne demande pas à une entreprise de payer, autrement on n'y arriverait pas, parce qu'une petite entreprise qui se trouve sur un gros site n'y arriverait pas. Donc il faut qu'il y ait une pondération. Ça se fait de cette manière. Bon, alors évidemment, certains travaux donnent davantage prise à une taxation que d'autres. Tout ça est réglé par la loi et nous n'avons pas à faire autre chose qu'à l'appliquer de manière, encore une fois, absolument sans discrimination. Il ne s'agit pas de créer des problèmes aux entreprises. Non, moi je voudrais revenir sur la question précédente parce que Nathalie vient de dire qu'il n'y avait pas de complot. Je crois, Emmanuel, qu'il n'y a pas de complot, effectivement. Mais en revanche, il y a une conscience, et une conscience plus ou moins réelle de l'intérêt des choses du passé. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, moi qui ai fréquenté l'ensemble des territoires ultramarins depuis très longtemps, même si je n'y avais pas travaillé de façon permanente,
Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, la conscience de la valeur de la trace des populations d'esclaves, des populations du monde du travail, de la plantation, par l'économie de plantation au XVIIIe et partiellement au XIXe siècle, tout ça c'est quelque chose qui rentre progressivement dans l'acceptable. Je vais, peut-être ça te choquera, mais je le dis quand même, j'ai l'habitude de dire les choses franchement et clairement. C'est pas seulement du côté de l'État ou de ce qui pourrait apparaître comme le vestige du pouvoir colonial, etc. Mais c'est aussi de la part des populations elles-mêmes. Il y a des dénis, il y a des difficultés à assumer un certain nombre de choses. Et je crois qu'on est en train d'en sortir. Je me souviens que dans les années 1990, lorsque je suggérais que l'on fasse un grand lieu type musée sur l'esclavage, non pas l'esclavage ici ou là, mais l'esclavage en tant que tel, pour montrer cette violence inhumaine qui a été quand même pratiquée par à peu près toutes les sociétés du monde entier, etc. Et pour essayer de l'analyser, parce que ça nous conduit jusqu'à l'aujourd'hui aussi. Bon. Eh bien, on me disait en Martinique, en Guadeloupe et même en Guyane, c'est des vieilles lunes, c'est fini, c'est passé, etc. C'est pas vrai, c'est toujours là, ça pèse, c'est quelque chose qui nous compose les uns les autres. Donc il y a effectivement des non-dits et peut-être il y a eu des réticences, encore une fois souvent inconscientes, souvent non formulées, on va dire plutôt non formulées, de cela. Je crois qu'aujourd'hui on en sort doucement, je reviens sur les colloques, sur les livres, les publications, les colloques, etc., qui parlent des choses, qui les mettent au grand jour, qui les décortiquent, qui transforment la mémoire, qui est toujours douloureuse, en histoire, qui peut être douloureuse, mais qui est aussi un élément de contextualisation. Et je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus mûr pour travailler sur des domaines qui ont été des domaines un peu interdits. Je pense qu'on n'en est pas totalement sorti, je ne sais pas si les historiens le confirmeront ou pas, pour le domaine pénitentiaire. Je vois qu'on a du mal encore aujourd'hui en Guyane à assumer. J'entends souvent dire le bagne, il faudrait détruire les bagnes. J'entends dire ça, j'ai entendu des politiques le dire, et je comprends. Bon, je comprends. Les politiques d'ici ou d'ailleurs? D'ici. Oui, bien sûr. Bon. Mais c'est normal, je veux dire, parce que ils disent, au fond, c'est un élément qui pèse. Moi, vous savez, je suis partiellement de Lorraine. Une partie de ma famille, dans la famille est de Lorraine. Quand j'étais petit, il aurait fallu, si on écoutait les gens de la génération avant moi, les gens de la génération de mon père, il aurait fallu raser Douaumont, raser, etc., raser tout ça, parce que c'était une sorte d'opprobre qui pesait sur la Lorraine. C'était le pays de la guerre, c'était le pays d'une forme de désastre. Bon. Et sans mauvaise allusion à Damas. Mais je crois que l'histoire et le patrimoine, c'est le signe, ce sont des signes explicites et matériels de l'histoire. L'histoire, elle ne se décompose pas en morceaux qui sont beaux et morceaux qui ne sont pas beaux, morceaux qui sont avouables et morceaux qui ne sont pas avouables. Les pyramides ont été construites avec des esclaves, et les pyramides ont des avenirs, mais il faut penser à la population qui les a construites, etc. Donc on est dans une explicitation du monde au travers du domaine de l'archéologie, par exemple, et du monument lorsqu'il s'agit de conserver un monument, ou du patrimoine immatériel lorsqu'il s'agit de patrimoine immatériel. Les hommes qui sont derrière les patrimoines ont tous la même valeur. Et donc les patrimoines représentent une humanité qui a toute la même valeur. Il n'y a pas de valeur supérieure ou de valeur inférieure. Et donc tous les éléments doivent être pris en compte. Mais je redis, pour répondre de façon un peu fine à ta question, je pense qu'effectivement, il y a eu des grandes difficultés. Nous avons tous, les archéologues ici présents le confirmeront, assisté à des débats lorsqu'il s'est agi, par exemple, de l'archéologie des cimetières d'esclaves. Je pense à la Martinique, à la Guadeloupe. C'est en Martinique qu'il y a eu un grand site qui a été fouillé par... rappelez-moi comment Sainte-Marguerite. C'est Sainte-Marguerite. Sainte-Marguerite, voilà. Excusez-moi. Donc, il y a eu des débats sur ces questions. Il y a eu des débats, est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il ne faut pas le faire. J'ai entendu des gens dire
mais c'est un réveil, c'est une douleur qu'on va raviver. Je crois que de temps en temps, il faut arriver à travailler dans des conditions d'objectivité, ce qui ne veut pas dire qu'on ne soit pas engagé. Hein. Mais on doit se positionner, expliciter sa posture et faire ensuite des choix. Je répète, il y a l'archéologie programmée, l'archéologie dans laquelle on doit, moi à mon avis, ici en Guyane, je le dis, hein, clairement, on devrait faire quelques choix de grands sites sur lesquels on engage sur le long terme des grandes fouilles, comme je l'ai fait à Charleville en métropole, des choses comme ça, des choses qui durent 20 ans, 30 ans, 40 ans, et qui nous permettent d'aller à fond dans la connaissance de quelque chose, hein, dans lesquels on mobilise justement des bénévoles, des universitaires, des étudiants pour les former, etc. Ça alimentera aussi l'université, par exemple, ça alimentera des colloques, ça fera connaître la Guyane aussi autrement que la manière dont on la connaît aujourd'hui, et puis, d'autre part, les fouilles préventives qui, elles, sont un peu bêtement accrochées, je ne dis pas pour les collègues de l'Hydrap qui sont très, très bons, excellents et travaillent très bien, mais je dis bêtement au sens de la programmation, on est accroché au derrière des programmes d'aménagement du territoire. C'est pas de la politique, c'est politique au sens où ça dépend de la politique de la ville, effectivement. Si on construit ce que nous souhaitons tous, des habitats pour les gens qui en ont besoin en Guyane, ben, il faudra derrière faire toutes les explorations nécessaires. Mais encore une fois, après ça, il y a des grands chantiers qu'il faudrait lancer, et d'une manière un peu raisonnée. C'est-à-dire qu'il devrait, à mon avis, c'est ce qu'on a fait aussi beaucoup en métropole à mon époque, travailler sur des programmes coordonnés. C'est-à-dire qu'un grand chantier d'archéologie amérindienne, précolombienne, pour vraiment, dans ce domaine-là, bien choisi, on passe des années s'il le faut à le choisir, mais on choisit bien représentatif, etc. Un grand chantier de fouilles de cimetières, un grand chantier de fouilles de l'archéologie coloniale. On se donne les moyens, on va jusqu'au bout, jusqu'à la mise en valeur, jusqu'à vraiment avec tout le travail de valorisation nécessaire. Bon, et peut-être l'archéologie effectivement du bâti pénitentiaire ou l'archéologie pénitentiaire, avec des problématiques clairement énoncées et révélées au public, hein, dans lesquelles on engage ensuite des débats et des discussions. Humainement, on est rassuré. Souhaitons que les actes d'aujourd'hui et de demain nous rassurent. Effectivement, il est important que ce que vous dites se fasse, car on y tient tous à cette mémoire-là. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, des historiens, des archéologues, allez-y. J'étais boileau, vous voyez, je vous rassure. Je vais dire quelque chose de très politiquement incorrect. Ah, c'est ce que j'aime. Très bien. Aux Journées du patrimoine, ou dans cette salle, ou à toutes les conférences, comptons les Guyanais. Et ça vous donne la proportion de l'intérêt de la population pour son patrimoine. Aux Journées du patrimoine, il n'y a pas beaucoup de Guyanais qui se déplacent. Et c'est ça aussi, c'est que en fait, quand on veut mettre en valeur, je prends le cas d'une collectivité, pourquoi mettre en valeur un patrimoine quand sa population n'est pas intéressée? Puisque quand on fait des conférences, quand on fait des expositions, quand on fait les journées du patrimoine, ils ne se déplacent pas. Donc voilà, ça c'est aussi une difficulté de mettre en valeur son patrimoine et de lancer des grands programmes de mise en valeur. C'est qu'il faut aussi montrer aux collectivités, en tout cas aux personnes qui vont investir financièrement, qu'il y a vraiment un intérêt pour son patrimoine. Et alors, pour positiver, depuis le temps qu'on fait des journées du patrimoine en Guyane, il y a quand même de plus en plus de Guyanais qui viennent. Hein. Ils ne sont pas nombreux, mais il y en a de plus en plus. Moi, je suis enseignante et on a de plus en plus de scolaires qui se déplacent. Et je dois souligner le travail remarquable de Jacqueline Zunzon pour monter des manuels scolaires, pour que l'enseignement d'histoire de la Guyane se fasse dans les écoles et qu'il y ait des enseignants qui fassent appel aux archéologues pour faire visiter des sites, mais c'est encore tout petit. Donc le travail, c'est un travail de fourmi, il se fait, mais il est long. Oui, vous voulez réagir? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ma collègue en fait. Je pense qu'il faut voir ça en question de volume. C'est que la Guyane, c'est un tout petit volume de population. Et donc, les gens qui se déplacent ont aussi un tout petit volume. C'est corrélé un petit peu. En France, il y a peut-être un tout petit peu plus de gens qui s'intéressent au patrimoine et à l'histoire, mais il n'y en a pas tant que ça, il ne faut pas se leurrer. Donc c'est progressivement, effectivement, comme disait ma collègue, il y a des gens qui s'y intéressent, parce qu'il y a une sensibilisation de plus en plus importante, peut-être par le biais d'écoles,
Nous-mêmes à l'INRA, on reçoit des scolaires, par exemple, pour leur stage de 3e. On fait aussi de la valorisation, on fait des plaquettes, on fait des expositions. Donc peut-être qu'au fur et à mesure, il y aura de plus en plus de gens qui s'y intéresseront, mais il ne faut pas se leurrer, tout le monde ne s'y intéressera pas. C'est une affaire de volume. C'est pareil que dans tous les autres pays du monde. Il y a une part de la population qui est hermétique à l'archéologie comme à d'autres disciplines, et une autre part, tout infime, qui s'y intéresse. Et surtout, ce qui est important, vous le disiez, il faut l'introduire dans tout ce qui est éducation, dans tout ce qui est manuel scolaire. Il faut commencer par là, oui. Je voudrais intervenir pour dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, l'analyse de fait puisque je trouve que ces dernières années, les collectivités font des efforts, justement, pour rechercher des thèmes lors des journées du patrimoine qui puissent attirer du monde. C'est vrai. Et je prends l'exemple tout simplement de cette année. Oui. Et pour ne parler que du Conseil général, collectivité, je suis fonctionnaire. J'ai trouvé que ça avait bien marché. Pourquoi? Parce qu'on a monté un programme qui était intéressant. Et je vous assure que les quarts que nous avons mis en place un quart pendant les 3 jours. Donc il y avait une visite de Jean Martial, les gens se sont intéressés. On a eu beaucoup de monde à la conférence de Georges Moutilly sur Jean Martial. Ensuite, le lendemain, à la visite des bâtiments, il y avait également, c'était pas une grande foule, mais je peux vous assurer que le directeur du musée avait fixé, je crois, 20 personnes, 3 visites dans la journée, c'était complet. Et le quart qui emmenait dans le circuit qui passait dans Cayenne pour se terminer au Diamant était également complet. Les gens se battaient pour monter dans le quart. Donc je crois que c'est une éducation de la population qu'il faut faire. C'est progressif, comme disait monsieur, et il faut trouver effectivement des thèmes qui intéressent la population. J'ai en mémoire l'année dernière ce que la mairie de Cayenne a fait sur le village chinois, ça a intéressé, les gens ont suivi les visites. Cette année, j'ai un petit peu moins suivi, c'était le début marché, je pense que ça se passait. Et là encore, les gens s'intéressent. Les gens s'intéressent beaucoup à leur histoire et aux questions de mémoire. Juste, c'est vrai que pour les journées du patrimoine, il y a de plus en plus de succès. Ce que je regrette, moi personnellement, c'est qu'en fait, à part les journées du patrimoine, voilà, en dehors des journées du patrimoine, qui ont de plus en plus de succès et qui sont de mieux en mieux organisées, ben, il y a enfin, pas grand-chose. Ça viendra, voilà. Comme je vais devoir bientôt vous quitter, puisque j'ai malheureusement une autre réunion importante, je voudrais simplement dire que le projet qui a été engagé par le Conseil général, puisque on parle du Conseil général, par le Conseil général et par la région, enfin le soutien de la région et de l'État, trois partenaires à égale valeur contributive, sur l'aménagement de Jean Martial, la restauration, la conservation de Jean Martial et sa transformation en maison des mémoires et des cultures de la Guyane. Pardon, j'ai interverti des cultures et des mémoires de la Guyane, qui comportera à la fois la dimension historique avec les archives, la dimension archéologique, la dimension ethnologique, donc qui sera vraiment un lieu d'histoire et d'histoire matérielle et immatérielle de la Guyane, qui comportera aussi un département sur les langues, qui lui actuellement est piloté par la région. Bref, tout ça c'est quelque chose qui va donner une notoriété, une lisibilité aussi à ce patrimoine. Parce que, vous savez, moi ce qui me choque beaucoup, me choque énormément, c'est qu'ici, justement, on ne livre pas aux Guyanais et à leurs visiteurs, à leurs hôtes, la réalité du patrimoine de la Guyane. Le musée des cultures guyanaises qui fait un très bon travail de médiation, d'animation, etc. Mais n'a pas des locaux qui lui permettent de présenter de façon permanente les trésors de l'archéologie et de l'ethnologie de la Guyane. Le musée Franconi avait cessé d'acquérir aussi depuis longtemps et par conséquent s'est trouvé un peu en rupture. Maintenant, il est en redynamisation. Justement, tout ça va se fusionner dans la maison des cultures et des mémoires de la Guyane. Quand on ne donne pas au public et aux enfants, à nos enfants, les témoins de l'histoire, comment voulez-vous que ces jeunes s'intéressent, qui deviendront ensuite des adultes et des parents, s'intéressent à un patrimoine qu'on leur a en quelque sorte caché, qu'on ne leur a pas montré, qu'on ne leur a pas révélé, dont on ne leur a pas donné non plus les clés d'intérêt, parce que quand on parle comme ça, on voit
on parle de problématiques, on parle des questions qui se posent. Là, on parle presque d'organisation de la recherche. Et il faudrait qu'un jour, on parle en Guyane de l'intérêt de cette recherche. On pourrait passer, je pense, une série de conférences extraordinaires sur les différents secteurs de l'archéologie amérindienne, de l'archéologie coloniale, etc. Il pourrait y avoir un cycle de conférences avec des formations ouvertes à différents niveaux, justement au niveau des enfants, des plus grands, des adultes, etc. On pourrait faire des choses comme ça. C'est ce qui s'est fait beaucoup en métropole. Et je crois que ça a joué un rôle important dans le développement de l'archéologie. Moi, dans la région où j'ai travaillé, qui est la région des Alpes, je vous assure que s'il n'y avait pas eu les programmes que nous avons lancés au sein des collectivités territoriales, dans le département de l'Isère, dans le département du Rhône, etc., il n'y aurait pas aujourd'hui des grands musées. Donc il y a eu un effort de valorisation qui a été pris en charge par les collectivités, qui a fait que maintenant, plus personne n'irait détruire un site parce qu'il y aurait un scandale, ça ferait une levée de bouclier, plus personne n'accepterait que les objets soient cachés, ne soient pas montrés, etc. Voilà, je crois qu'il y a vraiment un travail pédagogique à faire, et je pense que le site de Jean Martial, avec la lisibilité de niveau international de ce grand établissement public de patrimoine, sera, je crois, un élément important pour les années qui viennent. C'est sûr qu'il ne va pas se faire en 2 ans, c'est un travail important. Demain, même la journée de demain, nous la passons en jury pour désigner le maître d'œuvre, c'est-à-dire l'architecte, le cabinet d'architecte. Il y a eu presque 80 candidatures de niveau international, des japonais, etc. Enfin, les plus grands architectes français ont concouru. On a retenu 4 cabinets. Demain sera choisi Donc on est vraiment dans une dynamique positive par rapport à ça. Et je pense que demain, ce sera un atout. Ça sera un atout. Et ça sera aussi un pôle de recherche. Il faut qu'un musée soit aussi un pôle de recherche. Il ne faut pas rester simplement dans la médiation. Mais justement, le questionnement qui me vient à propos de ce musée, c'est comment va être agencé ce musée, quelle place il y aura pour l'archéologie, comment on organise le contenu de ce musée, parce que c'est très, très stratégique en termes de choix. Est-ce que c'est un choix démocratique? Non, je veux dire, comment on conçoit le contenu d'un musée comme celui de Jean Martial? Alors, en 2 mots, parce que c'est là encore des procédures un peu compliquées, mais en 2 mots, avant que l'on décide de faire un établissement qui sera plus riche qu'un musée, qui comportera les archives, qui comportera les langues, etc. Il sera donc plus large qu'un musée. Il comportera la cinémathèque de la Guyane aussi, qui va se constituer. Il comportera aussi l'art contemporain. J'insiste beaucoup parce que l'art contemporain en Guyane, il n'est pas coupé de l'art ancien. Il fonctionne dans une continuité, dans une linéarité et un dialogue. Quand on fait un musée, avant de décider de le faire, on fait ce qu'on appelle un projet scientifique et culturel. C'est-à-dire qu'une équipe de scientifiques, en l'occurrence pilotée par Marie-Paul Jean-Louis, qui est conservateur en chef et qui est la responsable du musée des cultures guyanaises, avec David Carita qui s'occupe du musée Franconi et tous leurs autres collègues, et puis la DAC aussi, on a été présents, rédige un projet qui définit d'une part les publics auxquels on s'adresse, les méthodes qu'on va utiliser, qui définit le cadre chronologique, thématique, etc., dans lequel s'inscrit le musée, et qui définit les principales options. Aujourd'hui, nous disposons d'un texte qui est validé par les collectivités territoriales, qui a été adopté en séance plénière du Conseil général du Conseil régional, il a été aussi validé par le ministère de la Culture, il a été validé par la DAC aussi, et donc ce document est un document programme qui dit globalement ce qui sera présenté dans ce musée. Alors ce que je peux vous dire, ce qui est très important, c'est que ce musée n'aura pas un département d'archéologie, alors vous aurez tous les pots des archéologues, etc. dans une salle, et puis toutes les archives des archivistes, et puis etc. Non, c'est thématique, on prend la Guyane depuis ses origines, depuis son cadre naturel, et on va jusqu'à demain. C'est-à-dire jusqu'à l'art contemporain, jusqu'au lancement des fusées, jusqu'à la prospection pétrolière, aux problèmes sociaux d'aujourd'hui, etc. Et donc les grands thèmes balayent l'ensemble de la chronologie de la Guyane et l'ensemble de ces sujets d'intérêt
Évidemment, ce sont des choses qui vont évoluer, c'est-à-dire que les questionnements qui sont posés aujourd'hui ne sont pas les questionnements qui sont posés dans 20 ans, et c'est la raison pour laquelle les musées, une fois qu'ils sont faits, ils fonctionnent, et puis on les refait, hein, on les fait évoluer, même le Louvre, on le transforme, parce que les problématiques, même dans le domaine des beaux-arts, évoluent. Alors, voilà, ce projet 10, l'archéologie, il y a toute sa place, mais pas sous forme, justement comme au Louvre, hein, d'un département où on ne parle que de ça, puis un département où il n'y a aucune relation entre les choses. Ici, on sait que les cultures sont des cultures vraiment mystiques, où il y a une interpénétration des choses. Nous sommes dans une terre d'immigration, avec beaucoup de circulation, d'influence, de modèles sociaux, etc. Et tout ça est une dynamique qui n'est pas interrompue, qui existe encore aujourd'hui. Donc le musée, ou plus exactement cette maison, elle veut donner des clés de compréhension du présent à travers une véritable compréhension, c'est-à-dire vraiment organisée, etc., du passé. Voilà. Et donc l'archéologie y est complètement. D'ailleurs, on est en train actuellement, on a monté un fonds d'acquisition pour les musées qui permet de procéder à des acquisitions de grandes collections qui sont là, qui ont actuellement été en main privée. On peut imaginer demain, avec ces crédits, faire aussi des enquêtes collectes sur le terrain pour récupérer des objets, pas archéologiques, cette fois-ci plus ethnologiques, mais qui intéressent cet établissement, de façon à avoir une vision toute culture confondue, c'est-à-dire pas mélangée, hein, mais toute culture confondue, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire une priorité sur les hommes, sur les autres, on ne va pas parler des créoles au détriment des Lushinangués ou des Lushinangués au détriment des Amérindiens. Il s'agit de parler de tout le monde, je répète, une humanité d'égale valeur, hein, dans laquelle il n'y a pas de segmentation morale, et ça sera un lieu d'explicitation du territoire merveilleux sur lequel nous sommes. Il y a une question dans la salle. Oui, bonsoir. Donc, je suis collègue de JCK. Et moi, en fait, je m'occupe de sites situés en milieu naturel, qui concernent le patrimoine archéologique amérindien. Donc, je vais parler par exemple du Mont Maïri et de Mont-Ravel. C'est un site sur lequel je travaille depuis plusieurs années, qui a des pôles d'histoire amérindien. Et je travaille également, donc moi je suis au service environnement, mais je m'occupe également de l'aménagement de sentiers de randonnée. Et beaucoup de sentiers de randonnée présentent un patrimoine historique intéressant. Donc moi, les deux patrimoines sur lesquels j'essaie de travailler et de valoriser, donc c'est le patrimoine de l'esclavage au niveau du sentier de Vidal et le patrimoine archéologique amérindien au niveau de Mont-Ravel, et puis le département également propriétaire de terrain où il y a des roches gravées sur le mont Maïri. La difficulté en fait à laquelle on est confronté, c'est une difficulté, c'est aussi important de permettre au public de découvrir le patrimoine dans le milieu naturel et puis sur des lieux de vie historique. C'est vrai que c'est bien les musées, mais moi, enfin bon, c'est normal, c'est mon domaine, hein, moi je suis vraiment branchée sur la découverte, l'immersion dans le milieu naturel. Alors, on fait face à des problèmes, je dirais, réglementaires, parce que si on veut valoriser un espace au milieu naturel, alors soit on ne met pas grand-chose, soit on souhaite que le public vienne, à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut un minimum de surveillance, par exemple. Hein, donc si je prends l'exemple de la montagne à Colin, il y a plein de choses, bon ben, malheureusement, soit on laisse la forêt vierge, mais en même temps c'est dommage parce que c'est un patrimoine qui n'est pas accessible au public. Donc il y a une problématique réglementaire en fait, parce que par rapport à un pays où les gens ont l'habitude d'aller librement, de prendre, de cueillir, etc., moi, certains sites, j'essaye de prévoir un petit gardiennage, une petite surveillance, un petit accueil, et après on a des difficultés par rapport à la réglementation d'urbanisme. Voilà, on est confronté à parfois des interdictions, des impossibilités, des difficultés par rapport à l'aménagement, à certains aménagements qu'on voudrait faire, certains sites qui sont déjà très fréquentés par le public, où on a des difficultés à pouvoir mener certains projets à cause de ces problématiques d'aménagement. Voilà. Donc vous travaillez pour le Conseil général, c'est ça? Oui, moi je suis au service environnement. D'accord. Et donc il y a un projet sur le mont de Mont-Ravel, c'est ça? Mont-Ravel, également Vidal, mais là ça sera plus léger, c'est plus des panneaux sur l'histoire de l'esclavage, par rapport au site qui est vraiment très riche à ce niveau-là.